Je remercie évidemment Pierre Leroux et Luc Jalot de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Donc alors bon, je vous dois quelques explications sur le titre, la litholatrie durant le Moyen Âge européen. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce que la litholatrie? Alors une des définitions, il y a plein de définitions évidemment, mais il y a une définition, c'est la litholatrie et l'intérêt, la vénération ou le culte rendu à toute pierre travaillée ou non, à laquelle on attribue des principes actifs, qu'ils soient réels ou supposés, des capacités aussi, que l'on peut accentuer, ou des pouvoirs maléfiques, bénéfiques, intrinsèques ou reçus. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et on va savoir un petit peu de quoi on parle. Donc en fait, depuis quelques années, en tant que lithicien à l'INRAP, je me pose certaines questions. Lorsque dans un ensemble archéologique, j'étudie un élément lithique qui a été collecté par l'homme, mais qui est indemne de toute trace. Alors évidemment, ça peut constituer un élément stocké en vue d'être transformé en outil, mais certaines pièces ne semblent pas du tout transformables en outils. Alors quelques exemples ici, c'est le cas par exemple de fossiles prélevés dans des structures. Ici, à gauche, là, vous avez un fossile de coquillage, voilà, qui date de la fin du premier âge du fer. Certaines concrétions siliceuses ici, que les géologues appellent sympathiquement des gogottes. Ça s'arrache sur le marché, ça se vend très 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 cher, les gogottes. Vous pouvez regarder sur internet, c'est assez intéressant comme marché. Et ou alors des cristaux de roche comme ici, si vous voulez. Voilà, donc mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Donc on peut penser que ces éléments extraits de structures archéologiques pouvaient avoir une valeur pécuniaire. Cela paraît évident au regard de leur rareté et de leur réalisation. Comme ici, par exemple, vous avez des exemples de boucles de ceinture en cristal. Ici, une boule en cristal de roche. Une autre ici qui a été découverte à Istratzheim, à côté de Strasbourg, que j'ai eu l'honneur de découvrir, puisque c'est en fouillant une tombe d'aristocrate du VIe siècle qu'on a découvert, entre autres, cette boule de cristal qui était sertie dans une petite âme d'argent. Et donc, alors vous voyez bien que ces outils, enfin pas ces outils, ces objets sont rares. Et au vu de leur réalisation, comme je disais, mais on a pu aussi donner de la plus-value en transformant, par exemple, un cristal donc en boucle de ceinture, ou en sertissant un élément minéral donc dans une structure d'orfèvrerie comme ici. Cependant, au-delà de la valeur matérielle, on peut se poser très prosaïquement la question d'une autre fonction. Alors, une réponse peut être apportée par l'exploration d'un domaine un peu fréquenté, le culte des pierres. Alors, pourquoi, vous me direz, prendre le Moyen-Âge comme référence? Alors, c'est avant tout la multiplication des lapidaires durant cette période, couplée aux nombreux arts qui se développent, l'orfèvrerie, la glyptique, et pour la fin de la période du Moyen-Âge, évidemment, l'imprimerie. Alors, cette conférence est à la frontière de l'histoire de l'art, ça me rappellera quelques vieux souvenirs, étant diplômé en histoire de l'art aussi. Donc, ça nous donnera un aperçu des formes que prend la litholatrie donc en Europe au Moyen-Âge, c'est-à-dire globalement entre le XIIe et le XVIe siècle. Alors l'acquisition, je ne sais plus où j'en suis, oui, voilà. L'acquisition de la pierre dans ce cas donc, peut être faite pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce qu'on prend une pierre? Parce qu'elle est remarquable, on vient de le préciser, ou parce qu'elle possède une propriété naturelle ou qui lui est attribuée. Une propriété thérapeutique, donc pour traiter une maladie, une propriété apotropaïque, donc qui vise à conjurer le mauvais sort, ou une propriété prophylactique, donc qui préserve la santé. Ça sera l'objet du second chapitre de notre conférence. La pierre peut être ramassée, travaillée, parce qu'elle est regardée comme un signe du ciel également, ou un témoin d'un message. Alors on abordera ça dans un troisième temps. Et enfin, la pierre peut symboliser une divinité. C'est le cas des bétiles, en général non sculptés. Pour rappel, le mot bétile provient de l'hébreu Bet-El, qui signifie maison de Dieu.
Donc par définition, un bétyle est une pierre sacrée qui fait l'objet de vénération, de culte, parfois d'offrande. Vous connaissez sans doute les bétyles emblématiques, sont nombreux. Le bétyle le plus connu pour l'Antiquité, c'est celui de Delphes, appelé l'omphalos. Ici, voilà, une vue de Delphes, ici sur une céramique. L'omphalos de Delphes représente le centre du monde. C'est l'antique geste de Zeus, qui aurait lâché 2 aigles, un à l'est, un à l'ouest, et au point où ils se rencontrèrent, Zeus aurait laissé tomber l'omphalos pour signaler le nombril du monde et le centre. Alors on va aborder maintenant un premier thème, voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu les principes. Le premier thème, alors qui va peut-être vous surprendre un peu, ce sont des pierres qui n'en sont pas, ou qui en sont pas trop, en tout cas. Alors, on va parler en premier du verre. Alors le pouvoir magique des pierres, durant le Moyen-Âge, repose essentiellement sur la couleur, peu sur la forme, comme cet omphalos de Delphes. On peut par conséquent avancer l'hypothèse que pour les acheteurs du Moyen-Âge, l'éclat brillant et coloré du verre attire tout autant que les gemmes, les pierres précieuses. Les contrefaçons en verre sont en effet connues depuis l'Égypte ancienne, et c'est ce qui fait dire au linguiste et épigraphiste Louis de Roy que la naissance du verre est d'abord conçue comme une imitation pour remplacer les gemmes qui sont devenues rares et chères. Alors le recours aux pierres artificielles correspond à un marché en expansion afin de fournir des pierres à petit prix, destinées à la petite noblesse, à la bourgeoisie qui ne peut s'acheter des gemmes dont le commerce est d'ailleurs de plus en plus réprimé par les premiers édits somptuaires du XIIIe siècle. Anne-Françoise Canella nous signale que l'ordonnance royale de 1294, prise par Philippe le Bel, limite le nombre de robes pour les ducs, pour les comtes, les barons, les chevaliers, les écuyers, en fonction de leur revenu foncier, et interdit aux bourgeois le port de l'hermine, de l'or et des pierres précieuses. Alors évidemment, de nos jours, les lois somptuaires ont plus ou moins disparu, elles ne sont plus en application en Europe, mais elles sont encore présentes dans la législation sur les produits de luxe, par exemple, voilà, qui existent au travers de taxes que vous payez lorsque vous achetez des pierres précieuses, par exemple, ou même à partir de, voilà, au travers de codes vestimentaires imposés dans certains établissements. Voilà. Donc on a toujours, c'est un reliquat de ces lois somptuaires. Donc dans ces conditions, on peut tout à fait comprendre que le développement exponentiel des fausses gemmes, créées par les artisans du verre, sont là pour pallier un marché qui est saturé, réglementé, ou voire prohibé. Alors après le verre, on a les pierres d'origine végétale. Alors Mathieu nous a fait nous a donné une conférence en début de mois sur l'ambre, voilà, qui est considérée comme une pierre d'origine végétale. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il y en a d'autres. On va passer directement à un autre, qui est les pierres d'origine animale. Alors, 2 choses dans les pierres d'origine animale, j'ai retenu le corail et le bézoard. Alors le corail, c'est un matériau qui a été longtemps considéré comme appartenant aux 2 règnes. Végétal quand il est sous l'eau et minéral quand il est à l'air libre. Alors il est apprécié depuis l'Antiquité, il est exploité de manière importante au Moyen-Âge pour son apparence et ses nuances colorées. Donc au Moyen-Âge, en tout cas, on le considère comme végétal quand il est sous l'eau et minéral à l'air libre. Les branches du corail rouge sont particulièrement recherchées, notamment en bijouterie. Vous avez ici à droite un languier en corail avec ce qu'on appelle des glossopètres. Rien d'extraordinaire, les glossopètres, ce sont les dents fossiles de requins. Vous voyez ici donc le languier, c'est une branche de corail donc, qui ressemble à qui fait comme des langues, sur lequel on suspend des glossopètres. Et l'association de ces deux objets, eh bien, se retrouve autour du cou de l'enfant Christ, donc dans cette Vierge à l'enfant, ici sur votre gauche. Alors, le corail est associé à la gorgone, il faut le savoir, dont la tête se pétrifia lorsque Persée la disposa sur un lit d'algues. Celle-ci se changea en corail, le sang teintant le matériau, ainsi métamorphosé.
il est donc bénéfique pour les végétaux. Métrodore, le philosophe au IVe siècle, nous dit qu'il est bon pour les blés, les oliviers, les vignes, et augmente de façon notable la production d'huile et de vin. Porté et peint à l'effigie de la Gorgone, à ce moment-là, le corail éloigne les blessures dans les batailles. Cette pierre est donc une sorte de remède universel, et l'analogie avec son changement de texture et de couleur en fait la pierre de la Passion de Christ. Les bézoars, alors on pourrait faire un séminaire entier sur les bézoars. Là, je vais vous parler de l'alectoire. Alors, l'alectoire, ce sont des pierres antidotes largement utilisées au Moyen-Âge. Alors, selon la définition de Gérard Panxer, les bézoars sont des concrétions minérales ou organiques, nodulaires, ovoïdes, sphériques, bref, de dimensions variables, constituées de couches concentriques intégrant des aliments végétaux, partiellement digérés, des poils, des grains minéraux ingérés par les animaux. Alors, on va se concentrer sur cet alectoire qui, donc c'est un terme grec, alector, qui signifie le coq. Alors, ce bézoar, en fait, naît dans le jabot du coq, donc dans un corps d'animal, par conséquent, préconisé par analogie pour soigner les maux du corps, les calculs, et même les douleurs de l'accouchement. Alors, la pierre permet de bénéficier également des qualités du coq qui règne et défend son territoire, comme nous le précise l'historienne Valérie Gontero. Michel Pastoureau, qu'on connaît à peu près tous, spécialiste des couleurs, historien spécialiste des couleurs, nous dit que le coq, avec sa crête rouge, était durant l'Antiquité l'attribut de divinité, Apollon, Mars, et l'animal fétiche des généraux militaires, qui étudiaient la démarche et les battements d'ailes de ces gallinacés, et en déduisaient la conduite à tenir lors des opérations de combat. Donc cette pierre donne par conséquent du courage et une victoire écrasante aux chevaliers qui la conservent, enchâssés dans son casque, nous précise Jean de Mandeville, qui est médecin au XIVe siècle. Alors, c'est pas vraiment un bézoar, mais dans la même ligne d'idées, il y a un rubis qui est connu sous le nom du rubis du prince noir, qui est serti dans le casque d'Henri V de Lancastre. Lors de la bataille d'Azincourt, eh bien, ce rubis aurait protégé le roi d'un coup mortel. Voilà, donc c'est un rubis qui est maintenant enchâssé dans la couronne d'Angleterre. Donc, pour clore ce chapitre, et pas des moindres, intéressons-nous aussi à l'extraction de la pierre de folie, encore appelée lithotomie, chez Jérôme Bosch. Celle-ci est pratiquée pendant tout le Moyen-Âge en Flandre, en France et dans certaines régions germaniques. La folie était due, selon une idée répandue, à la présence d'un corps étranger minéral dans le cerveau. Ça prend la forme allégorique d'une pierre, d'un végétal. On dit qu'on a un grain. Quelque part, on n'est pas éloigné de cette idée. La scène que l'on voit ici, dans le tableau de Jérôme Bosch, donc la lithotomie, manifestement un bourgeois s'est laissé convaincre par le charlatan. Charlatan, on précise, on n'oublie pas qu'il porte quand même un entonnoir renversé en guise de chapeau. Donc le patient est attaché au fauteuil sur lequel est assis, sur lequel il est assis. Le chirurgien pratique lui extrait visiblement non pas une pierre sur ce tableau, mais une tulipe. Alors, on va travailler un petit peu sur le flamand, on va travailler notre flamand. Un dicton flamand donc dit d'une personne atteinte de folie qu'il a une pierre dans la tête. Alors, en flamand, ça se dit, alors attention, excusez mon accent, hij heeft een kei in zijn hoofd. Donc c'est un jeu de mots pictural en fait de Jérôme Bosch, sans doute entre kei qui signifie la pierre et kei en flamand qui signifie le bulbe. Alors ça c'est intéressant. Donc est-ce qu'il s'agit d'allégories, de paraboles, ou de représentations véritables d'interventions qui ont été pratiquées chez les patients dans un but curatif ou peut-être lucratif. Bon, on ne sait pas grand-chose en fait de cette pierre de folie. Certains de ces tableaux portent des titres éloquents dès le XVe, XVIe siècle, la lithotomie, l'extraction de la pierre de folie. Voilà. On confirme donc qu'il s'agit bien d'une opération d'extraction d'une pierre. Et pour souligner encore plus cet aspect, donc la calligraphie autour du tableau ici est intéressante, parce que en fait Bosch nous le dit explicitement et il inscrit. Alors je l'ai traduit, enfin je ne sais pas qu'il est traduit, mais bon voilà, traduit ça donne maître, enlève la pierre, mon nom est Lubert Das. Alors Lubert, dans la littérature hollandaise, désigne une personne dont le degré de bêtise atteint un niveau un peu anormal.
Voilà. Donc on le précise dès le départ, voilà, finalement, que cette lithotomie, eh bien, est liée à la folie. Alors, avant d'entamer le deuxième chapitre, je reviens juste là, pardon, je voudrais ouvrir une parenthèse législative actuelle. Il faut savoir qu'il y a un décret en 2002 qui a été acté par le gouvernement en France, ce décret du 14 janvier 2002, qui stipule que les termes fin, fine, semi-fin, précieux, précieuse, semi-précieuse ou semi-précieux sont abrogés. On parle désormais de pierre gemme. On n'a plus le droit, les bijoutiers actuels, les joailliers n'ont plus le droit de vendre une pierre précieuse, une pierre semi-précieuse. C'est prohibé. Donc maintenant, on parle de pierre gemme pour caractériser l'ensemble des pierres formées dans des gîtes naturels. On ne caractérise donc plus une pierre naturelle par une échelle de valeur, mais par un terme qui qualifie le traitement qu'a pu subir cette pierre. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous lie directement au Moyen-Âge. Je vais m'expliquer. Donc on mentionne également les pierres dont des gestes de manufacture pourraient tromper un éventuel acheteur. Pierres composites, pierres reconstituées, pierres synthétiques, on a tous entendu parler du diamant synthétique par exemple. Voilà, donc on va explorer ce domaine et on va se rendre compte, ça engendre visiblement les mêmes discussions qu'au Moyen-Âge classique. Alors, une des premières mentions de l'utilisation d'une pierre symbolique, je fais un petit retour en arrière, vous m'excusez, par avance, voilà, on revient un petit peu vers l'Antiquité. Une première mention de l'utilisation d'une pierre symbolique est rapportée par la mythologie grecque. Pour avoir défié Zeus et son ordre, le titan Prométhée est enchaîné à un rocher, avec des chaînes forgées par Héphaïstos, pour le punir de son affection pour les humains. Prométhée avait dérobé le feu, sacré de l'Olympe, pour en faire don aux hommes. Donc vous connaissez l'histoire, en tout cas le mythe, son foie sera dévoré chaque jour par un aigle, et l'organe repoussant chaque jour. Donc Héraclès délivre Prométhée au cours de ses travaux, mais ne peut déroger au serment de Zeus, qui avait juré que le titan resterait enchaîné au Caucase. Prométhée donc dut porter durant toute sa vie une bague en fer, métal, provenant de ces chaînes, sur lequel est incrusté un morceau de pierre provenant de cette chaîne de montagne. Donc on a le premier exemple, en fait, du bijou, quelque part, mais un bijou très symbolique. Alors on fait un saut, de nouveau, de quelques milliers d'années, ou quelques centaines d'années, dans son De Lapidibus, Théophraste, philosophe grec, 3e siècle avant notre ère, élève de Platon, d'Aristote, jette les bases de la classification scientifique des pierres. Leur origine, leurs propriétés physiques, magiques, leur pouvoir curatif. Au cours de l'Antiquité, les travaux de Théophraste furent prolongés par ceux de Pline l'Ancien, que vous connaissez, au 1er siècle de notre ère. Donc cet encyclopédisme, si vous voulez, cet ensemble complet de connaissances, donc a pour ambition de rassembler tout le savoir de son époque. Ce Lapidibus est hérité donc de l'Antiquité. À côté de ces encyclopédies, il existe d'autres traités, évidemment, d'autres traités spécialisés. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, ce sont des bestiaires que vous connaissez, sur des animaux domestiques, sauvages, des animaux fabuleux, des lapidaires, donc sur les pierres censées garantir la santé, le courage, la richesse. Donc ces traités sont au carrefour de la littérature et de la science. Un des premiers ouvrages, donc c'est un lapidaire qui présente des pierres aux vertus médicinales, issues principalement des connaissances de l'Antiquité. Ce lapidaire donc est dû à Marbode de Rennes, qui était évêque au XIIe siècle. C'est un peu lui la base en fait des lapidaires médiévaux. Donc les nombreux lapidaires écrits par la suite puisent leur matière chez Marbode, tout en l'enrichissant. Ce sont des portes ouvertes pour mieux comprendre la pensée médiévale, qui fonctionne par analogie. Ça, c'est très important de le signaler tout de suite, par analogie, c'est-à-dire par association d'idées, souvent qualifiées de naïves. Chaque créature, par sa couleur, sa forme ou son nom, dit à quoi elle sert et dit ce qu'elle est. Je vous donne un exemple, tiré d'un végétal. Bon. Le cerneau de noix, vous prenez une noix, vous cassez l'enveloppe de la noix, le cerneau de noix a la forme d'un cerveau. Et il se compose comme tel, on le voit. Donc, la noix est bonne pour le cerveau. Et par glissement, bonne pour la mémoire. Donc, le savoir des anciens de l'Antiquité
ne doit surtout pas être remis en question, hein, mais doit être enrichi. La mentalité médiévale européenne considère des pierres donc comme des créatures qui naissent, qui se reproduisent et qui meurent. Elles sont d'ailleurs parfois incluses dans les bestiaires, ce qui témoigne de cette passerelle, justement, entre les différents traités. Alors, il est nécessaire d'avoir des recommandations, une sorte de posologie, pour traiter la pierre, pour s'en occuper. Elle mérite toute notre attention. Il est nécessaire d'adopter un comportement honnête et pur pour celui qui la possède ou celui qui souhaite la posséder. Alors, il faut également accepter certaines contraintes. Donc, je vous parlais de posologie. Donc, ces pierres sont efficaces soit par le toucher, soit par un contact prolongé, si vous la portez sur vous, ou en la buvant, suite à son broyage, par exemple, ou même en la regardant. Alors, cette pensée analogique médiévale oscille entre le concret et l'abstrait, entre le réel, l'imaginaire, et montre que le divin et le magique ne s'excluent pas. Le merveilleux et le miraculeux correspondent juste à des strates de croyance. Donc les multiples créatures sont des signes disposés par Dieu pour les hommes qui doivent en déchiffrer leur signification. Il n'y a pas de coïncidence, tout est signe de Dieu. N'oublions pas que dans les premiers lapidaires, vous avez 12 gemmes de la Jérusalem céleste, qui sont listées sur votre gauche ici. Voilà. Donc les 12 marches de la Jérusalem céleste, elles représentent les 12 tribus d'Israël, 12 tribus d'Israël qui sont représentées par des gemmes ici sur le plastron du grand prêtre des tribus d'Israël. Donc vous voyez ici les 12 gemmes. Alors, donc vous l'avez compris, le lapidaire médiéval accepte toutes les matières, toutes les substances minérales, donc, ou d'apparence minérale. On peut y trouver des pierres naturelles et des pierres fabuleuses. Alors, en pierre naturelle, on a les pierres gemmes, donc je désigne les pierres taillées, utilisées en joaillerie dès le XIIe siècle. C'est les pierres gemmes, dont les plus renommées, évidemment, vous le connaissez, c'est le diamant, le rubis, saphir, émeraude. Alors, comme le système de classement n'est pas vertical, il n'existe pas de jugement de valeur. Le lapidaire vise à accumuler le savoir et non pas à le trier. Mais comme je vous le disais en introduction, la société est consciente, bien sûr, de cette richesse matérielle, qui représente les pierres précieuses, ces pierres gemmes, comme nous le signale par exemple un poème de Marie de France, qui est une poétesse du XIIe siècle, intitulé Le coq et le diamant, mais aussi un manuscrit hébreu sur le prix des pierres gemmes en Italie au XVe siècle, donc publié en 1968 par Colette Syrah, qui précise, je cite, que la beauté d'une pierre tenait beaucoup à sa forme brute. On polissait les pierres sans pouvoir leur donner une forme différente de celle qu'elles avaient déjà. Le poids et la couleur étaient importants, non seulement du point de vue esthétique, mais aussi du point de vue de l'efficacité. Alors, on ne va pas détailler toutes les pierres. Alors, on va se contenter d'en décrire certaines, qui sont un peu emblématiques. On parle à la couleur déjà, l'améthyste, elle est fameuse au Moyen-Âge. Donc, selon la tradition marbodienne, en fait, cette pierre empêche de s'enivrer. Elle est formée du grec a privatif et métoustès, qui signifie ivroyer. Elle est en effet de couleur pourpre, comme une goutte de vin rouge, nous dit le lapidaire de Marmol. Donc, il en est de même pour le cristal, du grec kristallos, qui signifie la glace. Donc, c'est la mère de toutes les pierres. Par conséquent, elle est bonne pour les mères pour favoriser la lactation. Alors, il faut au préalable la réduire en poudre, évidemment. Le cristal étant froid, eh bien, il est bon aussi contre les fièvres. Alors ça, c'est en ce qui concerne la couleur. En ce qui concerne la dureté, par exemple, le diamant voit ses vertus longuement développées dans les lapidaires, grâce à ses qualités, donc, de durée, d'inaltérabilité. C'est la pierre idéale pour lutter contre de nombreuses maladies et renforcer l'immunité. Alors, le diamant, selon Marbode, est clair comme le cristal, mais à la couleur du fer bruni, c'est-à-dire du fer poli. C'est un terme emprunté à la chanson de geste du Moyen-Âge, qui signifie étincelant, bruni. Voilà, on utilise une épée qu'on frotte avec un brunissoir. Voilà. Donc c'est le métal poli des épées des chevaliers. Donc, forcément, le diamant est préconisé pour survivre au combat. Alors, à côté des pierres gemmes, pour favoriser, pour élaborer la pierre gemme, en tout cas pour lui donner des capacités supplémentaires, eh bien on a la glyptique. Alors la glyptique, c'est l'art de graver les pierres pour leur conférer des pouvoirs magiques.
Ça s'appuie sur le même raisonnement analogique. Une pierre qui porte la gravure d'un serpent protège des morsures, de l'empoisonnement et du venin. L'Occident découvre les pierres taillées, les pierres gravées, pardon, connues depuis la période carolingienne, elles sont serties sur des reliquaires et sont très en vogue au XIIIe siècle après le pillage de Constantinople en 1204. Donc, voilà. Alors, on va passer aux autres pierres transformées par l'homme. Je vais vous parler de la céronie, donc du grec kéronias, qui signifie foudre. Alors, les collectionneurs du Moyen-Âge augmentaient leur collection de fossiles avec des silex taillés et d'autres pierres qu'ils appelaient des céronias, ou pierres de foudre, pierres de tonnerre, et pensaient que ces pierres, en fait, désignaient l'endroit où la foudre frappait le sol. Alors, elles protègent les personnes, les maisons, les navires, de la foudre, mais aussi contre le pouvoir des autres pierres. Alors, seuls quelques savants, dont le médecin Michele Mercati au XVIe siècle, puis le naturaliste que vous connaissez tous, Antoine de Jussieu, au XVIIIe siècle, les interprétaient comme des pierres délibérément travaillées et utilisées. Vous le voyez à droite. Hein. Voilà, ça ressemble très fortement à des haches, et les comparant donc avec des outils fabriqués par l'homme. On reparlera de ces pierres de foudre dans le chapitre suivant. Alors, maintenant, on va entamer le chapitre des pierres fabuleuses, dont la crapaudine et la dracontite. Alors, ces deux pierres portent leur nom, doivent leur nom à la croyance qui voulait qu'elles proviennent du crâne de l'animal correspondant. La crapaudine, vous l'avez deviné, du crapaud, et la dracontite, du dragon. Alors, la crapaudine jaillit de la gueule du crapaud lorsqu'on agite un chiffon rouge devant l'animal. Donc cette pierre possède, selon Pierre Bedon, qui est un naturaliste du XVIe siècle, des propriétés pour lutter contre la peste et le venin. À l'image, vous voyez, des pustules que pouvaient avoir les crapauds sur leur corps. En réalité, ces petites pierres de crapaudine, pardon, en fait, sont des, en forme de Smarties, là, sont des dents fossiles, en fait, d'un poisson qui est appelé Lepidoptes gigas. Voilà. Donc on en faisait en fait des pierres fabuleuses. La dracontite, ici, sur votre droite, donc on l'appelle aussi escarboucle. C'est une pierre rouge, hein, du latin carbunculus, qui signifie petit charbon ardent, donc qui provient de la tête des dragons. Donc c'est un animal, évidemment, vous l'avez deviné, qui incarne le mal. Alors du dragon ou de la vouivre. Hein, la vouivre, c'est à peu près la même chose, un dragon bipède. Bon, je le mentionne parce que je suis franc-comtois. Et la vouivre, c'est très très. C'est féminin. La vouivre, oui, la vouivre, pardon. Non, je veux dire, c'est voilà. une représentation féminine. Voilà, c'est une version, voilà, c'est la version féminine et très très, en fait, c'est une mythologie, un mythe qui est fréquent donc dans la région helvétique et en Franche-Comté sur la frange est de la France. Donc cette pierre, en fait, possède des propriétés thérapeutiques et prophylactiques. Hein. Jean de Mandeville, le médecin donc du Moyen-Âge, nous précise que même l'eau issue du nettoyage de la pierre possède des propriétés. L'escarboucle, nous dit Michel Pastoureau, est une pierre d'invincibilité. Hein. Elle protège contre les forces du mal et guide le chevalier dans les ténèbres, hein. En particulier Saint-Georges, évidemment, qui est patron de la chevalerie et des armuriers. Donc, vous voyez que la boucle sera bouclée si je vous précise en plus que l'auteur signale un objet mythique qui produit une lumière comparable à l'escarboucle, qui est le Graal. Donc, vraiment, là, on est dans le domaine de la chevalerie, vous l'avez compris, vous voyez la représentation de Saint-Georges et le dragon sur la peinture de Paolo Uccello. Il n'y a pas de diapo du Graal, c'est dommage. Ah, mais bon, c'est tout. Allez, on va lire ce week-end les Chevaliers de la Table Ronde. Et donc voilà, alors, je vais passer maintenant à la troisième partie, j'ai encore le temps, la troisième partie de cette conférence. Alors, je l'ai intitulée des pierres messagères. Alors, en marge des lapidaires, les pierres messagères sont considérées comme des phénomènes incitant l'homme à les rattacher à un événement. Conquête, naissance, mort. Ce sont des pierres dites de foudre ou de tonnerre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ces phénomènes litholâtres, en fait, peuvent être déclinés en astrolatrie, mais le culte des astres et des corps célestes n'ont pas cours au Moyen-Âge. Hein. Très rapidement, durant l'Antiquité, dès le 5e siècle avant notre ère, Anaxagore, philosophe, donc rompt avec l'astrolatrie en considérant le soleil, la lune et les étoiles comme des masses de terre incandescentes
qui s'était détaché de la Terre. Hein. Donc certaines autres pierres peuvent également être utilisées pour transmettre un message. Ça sera le cas des pierres de la faim, dont je vais parler, un phénomène assez étrange, et des pierres de soleil. Alors, vous connaissez tous toutes et tous ces représentations. Donc pour les pierres messagères, donc je vous ai mis à gauche ici donc un fragment de la broderie de Bayeux, et ici à droite l'adoration des mages de Giotto. Donc les passages des comètes sont des événements exceptionnels, sont des événements célestes exceptionnels et des marqueurs temporels forts. Hein. Les auteurs l'insèrent dans leurs récits en les commentant, en les interprétant. Hein, c'est le cas des passages réguliers de la comète de Halley, tous les 76 ans. Le prochain, ce sera en 2061, d'après mes calculs. Voilà. Et donc la comète de Halley est scrupuleusement analysée hein, depuis le IIIe siècle avant notre ère, dans des archives chinoises, mésopotamiennes, même, je crois. Voilà, donc c'est quelque chose qui est connu. Donc une représentation de cette comète, ici, sur la broderie de Bayeux, la broderie dans la tapisserie dite de la reine Mathilde, commandée donc par Odon Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, pour raconter la conquête de l'Angleterre, qui se solde en 1066, vous connaissez l'histoire, par la victoire de Guillaume, donc sur Harold Godwinson, qui est le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre. Donc c'est la tapisserie que vous connaissez tous et qui est conservée à Bayeux. Donc, ici, vous voyez donc l'utilisation de la représentation de la comète permet donc de donner du sens à cette scène hein, et constitue un présage heureux puisqu'elle est le signe annonciateur de l'accession au trône du roi d'Angleterre, enfin, en tout cas du duc de Normandie. Donc le passage d'astres dans le ciel est par conséquent un présage, un signe annonciateur, comme je vous le disais, d'un événement sinistre ou heureux. En ce qui concerne ici, vous voyez, Isti Mirant Stella, il regarde l'étoile. Voilà, ici, vous voyez cette comète de Halley. Et puis ici, sur votre droite, donc sur la peinture, la fresque, pardon, de Giotto, vous voyez ici, au-dessus de l'étable, eh bien, on a cette étoile qui est l'étoile de la Nativité. Et sans doute la comète de Halley, caractérisée ici par l'étoile qui guide les mages vers Bethléem sur la fresque. Et donc c'est une fresque qui a été peinte en 1305. Donc le passage de la comète, j'ai fait quelques calculs, je ne suis pas du tout astrophysicien, hein, c'est assez simple avec une calculatrice. Donc elle est passée vers le tout début du 1er siècle de notre ère, et elle est passée aussi en 1301, donc proche de la réalisation de ce tableau. Alors, parmi les pierres de tonnerre, alors c'est extraordinaire, cette partie-là de la conférence m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. Parmi les pierres de tonnerre ou de foudre, on peut également mentionner la météorite d'Ensisheim. Bon, c'est un phénomène en Alsace, voilà, qui est la plus ancienne chute de météorite qui a fait l'objet d'une description en Europe. Hein. Donc le matin du 7 novembre 1492, retenez 1492, une météorite donc de 127. Oui, voilà. Une météorite donc de 127 kg entre à grande vitesse dans l'atmosphère. Elle laisse derrière une traînée lumineuse et s'écrase dans un champ de blé à proximité de la ville d'Ensisheim, sur le chemin de Battenheim. Vous voyez ici marqué Ensisheim et là Battenheim. Vous voyez cette météorite là qui chute du ciel, voilà, avec un grand tonnerre, et puis ici qui s'écrase. Donc c'est un phénomène, donc la météorite se refroidit vite, évidemment, hein, se couvre de glace, d'où la désignation de pierre de glace donnée également à ce genre de bolide. Donc c'est un phénomène prodigieux, hein, c'est-à-dire un événement extraordinaire de caractère magique ou surnaturel. Rapidement médiatisé, notamment par Sébastien Brandt, dans un placard, donc imprimé, un placard imprimé, c'est une feuille volante, donc entre le 7 et le 26 novembre, et qui a pour titre accrocheur von dem Donnerstein. Donc je rappelle que Sébastien Brandt, c'est le poète, auteur de La Nef des Fous, et richement illustré, donc un livre richement illustré par Albrecht Dürer, et qui a d'ailleurs peint au dos de son tableau Saint Jérôme pénitent l'entrée dans l'atmosphère de cette même comète.
Donc ce phénomène est mentionné donc dans la chronique de Nuremberg que vous avez sous les yeux et publié en 1493. Donc ce phénomène a du sens. Hein. On peut en effet facilement le rattacher, date de 1492, à des bornes de l'histoire. Hein. Mais ce qui est important ici, comme nous le dit Odile Kammerer, historienne alsacienne, dans son article Un prodige en Alsace à la fin du XVe siècle, publié en 1994, elle dit « Historiens et chroniqueurs inscrivent dans leur mission le devoir essentiel de rendre compte. Et le XVe siècle leur offre une abondante matière. » C'est intéressant. Et ce phénomène a du sens, donc, aussi, parce qu'au Moyen-Âge, en effet, le ciel est immuable. D'après Isidore de Séville, au 7e siècle, un ecclésiastique, il nous dit que les étoiles ne peuvent pas tomber. Stellae cadere non possunt. Les étoiles, donc les météorites, à cette période, sont soit des illusions d'optique, comme nous le dit Guillaume de Conches au XIIe siècle, soit des phénomènes simplement météorologiques, provoqués par la foudre ou le tonnerre, d'où leur dénomination pierre de tonnerre ou pierre de foudre. Et au XVe siècle, donc, cette météorite est vue comme un message de Dieu. Donc nous sommes proches donc, de la météorologie divinatoire. Hein. Alors, on va aborder, j'ai bientôt terminé, on va aborder une chose assez étrange, un message un petit peu en marge, hein, un peu de cette idolâtrie, mais je tenais quand même à le souligner, les pierres de la faim, alors, qui sont appelées aussi Hungerstein. Elles sont mentionnées ces dernières années, alors elles ont fait les choux gras de la presse, mais à ma connaissance, il n'y a aucun article académique qui a été écrit là-dessus. Donc une recension a été réalisée par l'État fédéral de Saxe, car ces pierres sont quasiment toutes le long de l'Elbe. Hein. Certaines sont le long du Rhin, de la Moselle, mais quasiment toutes sont en Allemagne, le long de l'Elbe. Donc, alors, une pierre de la faim, c'est une grosse pierre isolée, un rocher gravé, situé dans le lit d'un cours d'eau et qui n'est visible que lorsque le niveau de l'eau est très bas. Alors, vous en doutez, hein, les pierres de la faim donc, sont des monuments commémorant ou présageant des famines lors de grandes sécheresses. Donc elles sont une sorte de mise en garde contre l'effondrement de la production agricole à la suite d'un manque de précipitation ou du manque de capacité d'irrigation. Les pierres de la faim comportent généralement donc, des gravés les années des eaux basses. Les plus anciennes datent du XVe siècle, 1417, nous dit l'auteur, 1473 aussi. Et l'une porte la mention « Si tu me vois, alors pleure ». Donc les autres pierres inventoriées sont plus tardives, beaucoup d'entre elles sont des 18e et 19e siècles, mais elles sont popularisées grâce au récit de voyage. Et actuellement, évidemment, avec les phénomènes de sécheresse et des périodes estivales, eh bien, ces pierres de la faim sont réapparues, en tout cas la gravure de ces pierres sont réapparues, et bon, la presse s'en est accaparée, et voilà, je n'ai trouvé aucun document académique là-dessus. Mais c'est intéressant quand même. Alors, juste pour une petite anecdote, l'ONG internationale Greenpeace, que vous connaissez, a à son tour gravé un message sur une pierre à Magdebourg. Et la phrase inscrite, c'est « Si vous me voyez, c'est une crise climatique, août 2018 ». Donc, vous voyez que le phénomène se poursuit depuis le Moyen-Âge. Alors, une dernière pierre insolite hein, qui délivre un message, et la pierre de soleil, dite Solarstein, en vieux norrois, langue médiévale scandinave. Donc la pierre de soleil était utilisée par les Vikings et aurait servi d'aide à la navigation maritime en haute mer, proche du cercle polaire, en leur permettant de localiser la position du soleil par temps couvert en exploitant la polarisation de la lumière du soleil. Donc cette hypothèse a été formulée à la fin des années 60 par un archéologue danois, qui s'appelle Thorkild Ramskog, et deux textes de la saga de Hrafn, saga scandinave, rédigée au XIIIe siècle. Donc un des textes nous évoque l'histoire de Radulf. Bon, je cite. Le temps était couvert et neigeux, comme Sigurdur l'avait prédit. Alors le roi convoqua Sigurdur. Il demanda à ses hommes de regarder autour d'eux. Personne
ne trouva le moindre recoin de ciel bleu. Puis il somma Sigurdur de désigner le soleil, lequel donna une réponse ferme. Alors le roi envoya chercher la pierre de soleil, et la tenant au-dessus de lui, vit la lumière jaillir, et ainsi put vérifier directement que la prédiction de Sigurdur était bonne. Alors, la pierre utilisée serait de la cordierite. Alors, certaines pierres de soleil ont été découvertes dans des inventaires de fouilles de monastères scandinaves. D'autres ont été découvertes dans des embarcations du Moyen-Âge. Donc, ça serait en fait de la cordierite, une sorte de cordierite au reflet violet qui change de couleur selon la direction de polarisation de la lumière qu'il atteint. Ou ça serait peut-être aussi de la calcite, selon deux physiciens, des physiciens bretons, voilà, Albert Le Floch et Guy Ropard, dans une publication datée de 2011, voilà, qui ont analysé une pierre de soleil et se sont rendus compte donc de la capacité de polarisation de la lumière solaire. Donc ce n'est pas qu'un mythe, visiblement, ça a été, en tout cas, cette capacité de la pierre a été donc attestée par des physiciens. Alors, je vais terminer cette conférence ici avec, voilà, en conclusion. Alors, c'est pas vraiment une conclusion, c'est une sorte de bilan, si vous voulez. Alors, ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que la taille en brillant des gemmes a été inventée. C'est aussi à partir de cette période, et au siècle suivant, que l'on commence à avoir grandir l'intérêt pour la cristallographie, la minéralogie, donc sous l'impulsion d'érudits, comme je vous le citais tout à l'heure, Michele Mercati, qui a publié un ouvrage clé intitulé Metallotheca Vaticana, dans lequel il reconsidère les collections du musée du Vatican. Alors, ce n'est finalement qu'en 1774 que la cristallographie géométrique et la gémologie sont hissées au rang de la science, et c'est également au XVIIIe siècle que certaines théories ont été remises en cause, dont l'origine naturelle des céronies. Dans son article « Pierre vivante », l'anthropologue Nicolas Hadel nous dit, je cite, « Si les sciences occidentales font du minéral un élément inerte, c'est parce que le rythme de transformation est bien plus lent que celui de nos vies. Mais du côté des pratiques populaires, des Alpes aux Andes, les pierres vivent, bougent et communiquent. » Je terminerai, alors on fait un grand écart artistique, si vous me permettez, entre Dürer et Alberto Giacometti. Je terminerai juste avec la phrase, une phrase d'Alberto Giacometti à propos de son œuvre qui s'intitule Le Cube, que vous avez sous les yeux. Ce fut mon père qui un jour nous montra un monolithe dans la montagne. Découverte énorme. Tout de suite, je considérais cette pierre comme une amie, un être animé des meilleures intentions à mon égard, nous appelant, nous souriant, comme quelqu'un qu'on aurait connu autrefois, qu'on aurait connu, aimé, et qu'on retrouverait avec une surprise et une joie infinie. Voilà. Alors j'en ai fini de cette conférence. Je voulais juste vous signaler qu'il y a en ce moment une exposition sur le cristal au musée de Cluny, à Paris. Donc, voilà, alors, je n'ai pas fait exprès, la conférence n'est pas du tout dans le contexte de cette exposition. Simplement, je me suis rendu compte en faisant cette conférence, en montant les diapos, qu'effectivement, il y avait cette superbe exposition sur le cristal. Voilà. Et puis, j'en ai terminé.